Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques idées, quelques implémentations qui existent dans notre monde de recherche, mais aussi de l'industrie, pour le maintien des personnes à domicile, donc les personnes qui souffrent de certaines démences, par exemple, ou des personnes tout simplement fragiles, et avec l'âge, on se fragilise, on le sait bien. Donc, voilà, les objets connectés peuvent-ils sauver nos vies? Donc c'est le plan de notre exposé. Donc d'abord, on va introduire notre problème tel qu'il est le maintien à domicile des personnes fragiles. Et ensuite, parler des différents projets qui se font dans notre monde de recherche sur les objets connectés au service de l'autonomie. Donc ici, on parle des problèmes de détection. Et donc, on a des solutions industrielles déjà bien développées, évoluer. Donc ici, on parlera de projets dans lesquels nous, en tant qu'équipe analyse indexation vidéo, donc de l'équipe image son ou l'abri, sommes intervenus et développer des solutions. Après, on fera une petite excursion, voir qu'est-ce qui se passe chez nos collègues industriels, mais aussi des chercheurs, en ce qui concerne la robotique de service. Et puis, on parlera de notre projet BIRD qu'on mène aujourd'hui avec la société, la jeune société innovante, Inflexis, donc société Aquitaine, et peut-être quelques perspectives de recherche. Donc, si on prend le contexte général de ces travaux de recherche, nous nous apercevons que selon les données publiées par l'INSEE, un tiers de la population française aura plus de 60 ans d'ici 2050. Et donc ici, sur ce graphe, vous voyez des différents scénarios. Donc, tout d'abord, le scénario quand la fécondité baisse. Donc, c'est une évidence, c'est une tendance aujourd'hui. Par ailleurs, l'espérance de la vie devient de plus en plus haute. Migration baisse. On a aussi le scénario de migration haute. Et on a le scénario central. Et donc, si on prend cette courbe, donc, vous voyez une très très forte augmentation des personnes âgées, donc seniors, vers 2050. Et donc, aujourd'hui, donc en 2019, nous ne sommes pas loin de 25 et quelques %. Et donc, bien évidemment que la société doit s'adapter à gérer cette augmentation des personnes âgées, de la fragilité donc, de ces personnes liées à l'âge. Et donc, nous devons proposer des scénarios quand une personne dans cette situation, quel que soit son état, donc en bonne santé ou avec des maladies bien diagnostiquées, suivies ou autres, puisse rester à son domicile. Et donc, la communauté de recherche, et nous en faisons partie, travaille sur la mise au point des dispositifs de e-santé, et non seulement des dispositifs, mais aussi des algorithmes de traitement des données qui sont acquises par ces dispositifs pour aider aux personnes de rester chez eux. Chez elles, plutôt. Donc, nous parlons aujourd'hui essentiellement des personnes fragiles. Qu'est-ce que c'est la fragilité aujourd'hui telle que définie par les psychologues cliniciens? Donc c'est un syndrome gériatrique caractérisé par la faiblesse, la perte de poids et une faible activité physique associée à des effets néfastes sur la santé. La fragilité se manifeste par une vulnérabilité biologique, donc liée à l'âge, aux facteurs de stress et une diminution des réserves psychologiques, ce qui limite la capacité de maintenir l'homéostase, donc le fonctionnement normal de la personne. Nous travaillons en collaboration très étroite avec les psychologues, gériatres, cliniciens, et voilà les critères de fragilité qui sont définis par eux. C'est un épuisement permanent ressenti, performance ralentie, par exemple, la vitesse de marche. Les personnes âgées ne sont plus capables de
courir ou doit aller très vite. La faiblesse, très souvent, nos proches qui ont un certain âge se plaignent qu'ils sont faibles, qu'ils ont des vertiges, bien qu'ils sont en bonne santé, aucune maladie apparente n'a pas été diagnostiquée. Perte de poids, et ceci de façon involontaire, donc c'est un processus physiologique, et finalement donc une faible activité physique. Et donc, pour pouvoir répondre à des besoins de ces personnes, les technologies des objets connectés ont très très fortement développé des solutions qui sont aujourd'hui même disponibles au commerce. Et donc, selon la revue Business Intelligence, qui est une revue américaine, les ventes des objets connectés pour aussi bien les individus que pour des établissements qui accueillent ces individus donc, pour accompagner leur vieillesse, donc devient vraiment énorme. Donc ici, nous avons 161 milliards des unités qui ont été vendues en prévision de 2020. Donc, quelles sont ces solutions? Donc, tout d'abord, les solutions que nous trouvons aujourd'hui dans le commerce aident à détecter des situations critiques. Mais ces situations donc, sont détectées quand l'événement critique a déjà eu lieu. Par exemple, nous avons toute une gamme des détecteurs de chute. Donc, c'est un détecteur qui détecte non pas ce qu'on appelle le fall onset, donc la pré-chute, mais plutôt quand l'événement est déjà arrivé. Donc, un de mes anciens doctorants travaille dans la société Telecom Design et justement, il s'occupe de ce genre de dispositifs en essayant de les faire les plus prévisibles possibles. Donc, une autre doctorante développe ces solutions au sein de la société VACS, qui est donc à Sophia Antipolis. Et c'est pareil, le fait que nous avons plusieurs startups, plusieurs entreprises innovantes qui investissent dans ce genre de technologie, nous montre que nous ne sommes pas encore au point de proposer les solutions à 99,9% fiables pour la population. Donc, la société avec laquelle nous collaborons, la société Inflexis, a développé des solutions dans le cadre de leur collaboration avec Arkea, qui est une montre connectée. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, il y a un détecteur de chute intégré dans cette montre, et la personne qui est en difficulté est capable d'enclencher une visioconférence avec quelqu'un qui est en permanence dans le centre d'appel et donc lui exposer ses problèmes. Le détecteur de chute, bien que nous savons qu'il y a des fausses alarmes souvent générées par ce genre de choses, donc le détecteur de chute permet aussi d'envoyer le signal à la personne dans le centre de surveillance pour qu'il puisse appeler la personne qui porte cette montre pour lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes bien ou vous êtes tombé. Donc il y a cette communication déjà. Donc vous voyez, c'est un protocole qui demande une assistance par une personne donc dans les centres spécialisés. Et donc, quelles sont les architectures de ce type de détection que nous trouvons dans la littérature scientifique, dans ce qu'on appelle l'état de l'art aujourd'hui? Tout d'abord, nous avons le patient ou le sujet, donc dans le cas des personnes, des cohortes de personnes fragiles mais en bonne santé, qui est équipé de différents senseurs. Donc ici, on a des senseurs visualisés. Et la façon comment ces senseurs sont placés est bien évidemment définie non pas par les ingénieurs, mais en collaboration avec des spécialistes en gériatrie, des spécialistes en maladies neurodégénératives.
Donc, nous avons des collaborations avec l'IMN, donc l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux, et avec François Tison, on a défini aussi un scénario de placement des accéléromètres sur le corps d'un patient parkinsonien qui est déjà dans la phase des chutes parkinsoniennes. Et donc, typiquement, on va mettre quelque chose sur la poitrine, on va mettre sur des jambes, on va mettre à la ceinture. Tous ces accéléromètres permettent de détecter ce qu'on appelle le fall onset, donc de prévenir la situation de chute et d'envoyer ensuite par l'application les signaux. Donc, ces signaux des senseurs sont collectés en utilisant les réseaux Wi-Fi. Et aujourd'hui, nous tous avons les réseaux Wi-Fi à la maison parce que tout le monde utilise le téléphone portable. Donc, sur un objet concentrateur ou contrôleur. Et ensuite, on a des différents scénarios. Soit on est capable de traiter directement sur l'objet et d'envoyer juste le signal d'alarme au centre de surveillance, soit ce n'est pas dans la capacité de l'appareil, et donc ce sont des données qui sont cryptées et codées, qui sont envoyées vers le serveur central. Donc le serveur central utilise les modèles qui ont été préentraînés et stockés dans la base des données et des modèles, et ensuite, donc, hop, envoie la solution à user, et qui est user dans ce cas. Ça peut être une personne qui est dans le centre de gestion des appels d'alarme, comme le service proposé par Arkia, ou encore un médecin, ou encore des psychologues qui suivent les patients Alzheimer à domicile. Voilà donc ce scénario. Et donc, ici, nous travaillons bien sûr toujours dans l'optique des architectures des services web, et nous divisons ça en couches ou en layers. Donc ici, tout ce qui est appareil sur la personne, donc les capteurs sur la personne, on appelle ça la couche des capteurs. Ensuite, on a donc la couche de concentration et finalement donc la couche de cloud qui peut donc stocker les données, qui peut donc servir d'infrastructure pour les accès bilatéraux, donc pour collecter des données et pour donc envoyer des décisions. Et donc, si on parle de l'architecture qui résume les systèmes de e-santé envisagés dans notre grande diversité des articles scientifiques, grosso modo, on revient à la même architecture, sauf que au lieu de solutions propriétaires, nous allons utiliser les services bien disponibles par le fait que nous sommes tous connectés sur Internet. Mais bien évidemment, dans ce cas, on imagine que se pose le grand problème de cryptage. Et donc, le problème de cryptage est important parce que, comme vous savez qu'aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre de la réglementation générale de protection des données. Et donc, nous devons forcément respecter l'accès protégé à tout ce qui est la donnée personnelle, que ce soit pendant l'expérimentation et la recherche ou pendant le service qui est déjà déployé à domicile des personnes. Et donc, il nous faut détecter les événements qui sont des événements à risque, qui sont des événements graves pour les personnes. Donc, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de les prévenir, n'est-ce pas? Donc, on va revenir à ce premier volet un petit peu plus tard. Et maintenant, nous allons parler de l'évaluation des capacités des personnes de rester chez eux. Donc, et là, je vais vous présenter quelques-uns de nos projets qui étaient donc effectués en collaboration toujours avec Bordeaux Population Health. À l'époque, donc, l'institut s'appelait ISPED. Et donc, il s'agissait d'évaluer les capacités des personnes qui étaient atteintes de démence légère et donc dans le stade précoce d'Alzheimer, de la maladie d'Alzheimer notamment, de rester chez eux, rester à domicile. Et
nous avons conçu, donc en quelque sorte, le Labri des pionniers dans le monde entier, à travailler directement avec les cohortes des personnes atteintes déjà des démences. Et nous avons conçu, à l'aide de nos collègues ergothérapeutes, les outils d'acquisition. Et donc ici, le seul outil d'acquisition, c'était une petite caméra qu'on plaçait sur l'épaule de la personne. Donc la personne enfilait un gilet et donc pendant 1 heure ou jusqu'à 2 heures, pendant les visites des psychologues à domicile, donc des personnes atteintes de démence que ces psychologues suivaient, on faisait des enregistrements des activités instrumentales de la vie quotidienne. Car pour une évaluation des capacités des personnes avec déjà une démence diagnostiquée, c'est le facteur majeur. C'est neurologue, donc tout d'abord évalue comment la personne peut faire les actions élémentaires de notre vie. Donc, et on avait des très grands scénarios comme les actions de signer un chèque ou regarder la télévision, manipuler la télécommande, ou laver la vaisselle, ou servir le café. Donc, toute une taxonomie des activités qu'on a enregistrées à l'aide de cette petite caméra. Et ensuite, donc, on faisait l'analyse avec les outils qu'on aujourd'hui, donc, on parle de l'apprentissage supervisé ou de l'intelligence artificielle. Et donc ici, vous voyez un exemple, comme on dit mocap, de l'interface que le médecin, a posteriori, utilisait pour analyser les activités de la personne. Notre tâche de chercheur en analyse et indexation vidéo était de reconnaître qu'est-ce que la personne fait ici entre T1 et T2 pendant cette petite période de temps, pour donner donc directement l'accès ici au médecin à l'enregistrement de l'activité laver la vaisselle. Et donc, l'architecture de notre application était la suivante, c'est que les neuropsychologues, et nous avons travaillé beaucoup avec les jeunes chercheurs, mais aussi avec les psychologues de la clinique Bagatelle, qui faisaient leur visite hebdomadaire à domicile des patients atteints de démence. Donc, les psychologues donc, accrochaient la caméra, donc plaçaient le dispositif d'acquisition, et ensuite, au bout de discussions et des activités, ils récupéraient la carte SD, et cette carte SD était donc récupérée par nos outils de calcul, et nous traitions donc les vidéos. Donc, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de transmission des données ou des traitements locaux. Donc, ce n'étaient pas des scénarios, ce ne sont pas des scénarios en temps réel, parce que l'objectif ici, c'est d'évoluer. Et c'est le médecin, bien sûr, l'humain, qui prend la décision finale pour dire en quel état de progression se trouve de sa démence, se trouve tel ou tel patient. Donc, ce même concept a été repris dans un très grand projet européen, dans lequel donc le Labri et l'Université de Bordeaux a participé toujours sur ce volet des technologies d'analyse de la vidéo enregistrée donc, par les caméras portées, ce qu'on appelle un wearable video. Donc il s'appelait DMAT-Care et cet énorme projet qui comportait 12 partenaires et a duré 4 ans avait comme idée l'approche suivante. C'est-à-dire que nous avons 2 boucles. Une boucle, c'est entre l'acquisition, traitement et donc le patient, le retour sur le patient. Et la deuxième boucle, c'est la boucle clinique. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats d'analyse pour l'évaluation et le conseil au patient quand il vient à la consultation mémoire, comme donc en France il existe des consultations mémoire à Bordeaux, où nous avons travaillé aussi avec CHU de Nice. Voilà, donc il y a les 2 acteurs majeurs, donc c'est
le patient lui-même et c'est son médecin. Et donc, dans ce projet, avec les différents acteurs internationaux, nous avons pu réunir plusieurs sources d'informations, comme l'information physiologique, qui provenait aussi bien des senseurs visuels que des senseurs. Ici, vous voyez les senseurs qui ont été fabriqués par Philips NatLab, qui était un des partenaires du projet. Donc, que les senseurs physiologiques. On utilisait également les tests vocaux pour évaluer donc les capacités des patients avec les démences de répondre aux questions ou faire des petites répétitions des phrases. Et aussi tout ce qui est l'actimétrie. Donc une personne avec le début de démence a plus la tendance de rester immobile, de rester inactive pendant sa journée. Et ce sont des signes en fait précoces qui font déjà donc penser les médecins qu'il faut aller vers une évaluation plus poussée et plus médicale. Et donc tout ça se présentait comme une telle interface au médecin qui, avec le patient qui venait donc le consulter dans le centre de mémoire, faisait en quelque sorte le bilan, la synthèse de ses activités pendant une semaine, pendant une journée. Donc ici vous voyez comment la personne, qu'est-ce qu'elle fait. Donc on a ici les codes des activités donc pendant ce temps-là. Et toutes ces analyses ont été effectuées de façon automatique. Bien sûr, aucun outil automatique, il ne faut pas se leurrer, n'est capable de nous donner cette confiance à 99,9%. Donc, la part de l'humain dans la validation est quand même très importante aujourd'hui. Et c'est pour ça que la recherche dans ce domaine ne peut être que pluridisciplinaire. Donc, nous, les informaticiens, nous avons besoin des psychologues, des cliniciens, des gériatres. Un projet comme ça ne peut pas se faire tout seul. Et là maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été enregistrée par nos partenaires irlandais, dans laquelle une personne, donc on appelait ça le couple diadique, donc c'était un couple volontaire pour participer dans ce projet, et donc à leur domicile, ils enregistraient eux-mêmes, donc sans aucune intervention de psychologue, de temps en temps, ils enregistraient ce qu'ils faisaient. Donc le mari était atteint d'Alzheimer dans la première phase, donc dans la phase initiale, et la femme donc était sa soignante en quelque sorte, voilà. Donc ici vous pouvez voir, et donc à gauche nous voyons les objets que la personne manipule. Donc plus les lettres sont grandes, plus on a la confiance dans l'outil automatique qui a reconnu ces objets. Et donc cette information ensuite est transmise dans l'interface et intégrée dans l'interface de consultation dans le centre mémoire. Voilà, donc ici, vous voyez que c'était quand même, les outils développés étaient déjà suffisamment fiables. Hein, donc on a, par rapport à la taxonomie des objets qui étaient répertoriés à domicile de cette personne, on a quand même de confiance assez importante. Voilà. Et donc, ces objets, que ce soit une caméra à portée, que ce soit des accéléromètres ou d'autres capteurs physiologiques, nous permettent déjà d'évaluer la situation donc, de la personne, d'évaluer ses capacités et de détecter les situations critiques. Maintenant, quelques mots, parce que je n'ai jamais travaillé dans ce genre d'approche. Donc, les seuls travaux qu'on fait en robotique assistive, c'est le développement des algorithmes pour assistance aux porteurs de neuroprothèses, donc pour les amputés des membres supérieurs. Mais quand même, notre communauté de l'analyse et de l'indexation d'informations visuelles intervient dans ces projets de robotique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un robot? Tout le monde le connaît aujourd'hui. Donc, c'est un dispositif mécanique permettant de réaliser des tâches en autonomie de décision sur tout ou partie des actions élémentaires qui la composent. Donc,
des robots aujourd'hui jouent au foot, jouent au hockey. Donc, notre laboratoire est connu pour avoir gagné Robocop, donc les collègues qui ont développé des petits robots joueurs. Mais aussi, ce qui est très important, que c'est un aidant cybernétique, si j'ose dire, qui reste soit avec la personne âgée, soit qui a la capacité de communication avec les enfants. Et ce que ont découvert les psychologues qui suivent les enfants autistes, vraiment très curieux, mais les enfants autistes communiquent mieux avec les jouets, avec les robots, qu'ils communiquent avec les personnes physiques. Et ce constat a donné la naissance à un grand projet européen qui a été implémenté par mes collègues de l'université de Southampton avec une des plus grandes sociétés en robotique mondiale, Aldebaran. Donc ils ont produit ce type de robot qui était en fait très joli, les formes étaient très lisses, et donc ces robots communiquaient avec les enfants autistes. Et donc bien sûr qu'on trouve maintenant ce genre de choses en commerce. Mais si on revient, donc les enfants autistes, c'est quand même une population spécifique. Et si on revient à notre large population des personnes qui restent seules et qui donc vieillissent, donc les solutions ont été proposées par Sony voilà longtemps. Nous voyons ici le robot jouet, le robot ami, le petit chien robot de Sony qui existe depuis très très longtemps, mais il devient de plus en plus intelligent. Parce que dans la tête de ce petit robot, on va mettre les algorithmes implémentés en, comme on dit, en hardware, en matériel, de l'intelligence artificielle, de la prise de décision. Et donc ces robots maintenant voient, donc ils captent l'émotion de la personne par l'image, l'analyse de l'image de son visage. Ces robots aujourd'hui donc écoutent, donc il y a aussi l'analyse sonore, donc il y a toujours la boucle de rétroaction entre le robot et la personne, donc, et différents contextes qu'on peut avoir à domicile. Bon, et donc avec toute cette intelligence, nous allons maintenant passer à notre projet qu'on appelle BIRDS, pour Bioimmersive Risk Detection System, que nous menons donc en collaboration avec l'INSERM, Inflexis, donc le Labri, et que nous avons aussi déjà présenté à la région Aquitaine. Donc, quels sont les participants? Donc, tout d'abord, comme je vous ai dit, la participation des psychologues et des chercheurs en psychologie clinique ou en psychologie de population, donc c'est un impératif. Et donc, ma collègue, le professeur Hélène Amieva, participe dans ce projet représentant l'équipe Bordeaux Population Health. Donc, nous avons également obtenu le financement de l'université pour une thèse pluridisciplinaire. Donc, une collègue de Tina Marion travaille plutôt sur les scénarios d'enregistrement et sur l'interprétation des données enregistrées. Donc, de la part de la société Inflexis, qui est aujourd'hui représentée, merci beaucoup, M. Pénon, d'être venu. Nous avons donc son directeur de recherche et puis un jeune ingénieur qui nous permet de mettre en place et puis maintenir surtout, parce que c'est déjà en place, l'application de collecte de données sur l'objet concentrateur téléphone. Mais cette recherche intéresse également nos collègues donc, à l'international. Et aujourd'hui, nous avons entamé une collaboration soutenue par les deux universités, donc l'Université de Bordeaux et l'Université de Waterloo au Canada, avec une, comment on appelle ça au Canada, kinésiologue. Donc la personne qui s'occupe de l'analyse des actions, des activités, des gestes des personnes fragiles et notamment ses intérêts portent aussi sur les personnes avec des démences dans le stade initial.
Et finalement, donc nos collègues d'Irlande, le professeur Catal-Gurin, qui nous aide aussi avec d'autres types de données qu'il collecte sur des volontaires. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de notre projet BIRDS? Il s'agit de créer justement les outils de e-santé, donc qui utilisent les objets connectés, Internet of Things, pour faire du monitoring et l'assistance à distance aux personnes vivant à domicile dans l'état de fragilité. Et donc, ça c'est le premier objectif qui est, comme on peut le dire, la boucle patient ou la boucle sujet. Et la deuxième boucle, c'est la boucle chercheur. Parce que les données collectées permettront d'analyser les situations à risque et de concevoir des traitements et des rééducations adaptées à chaque individu. Et sinon, il y a aussi l'aspect épidémiologique, donc l'aspect d'analyse sur les cohortes. Et nous, notamment, donc, on projette de travailler sur la cohorte 3 cités. Voilà, donc on peut en déduire quelques, disons, lois ou confirmer nos hypothèses sur les cohortes. Donc, tout d'abord, dans notre projet, on a bien sûr les senseurs. C'est un système de collecte de données multimodales. Mais avec toute la prolifération de l'IoT, il y a beaucoup de monde qui réclame qu'ils collectent les données multimodales et qu'ils font les analyses et tout se passe bien. Mais en réalité, la technologie est assez complexe. Et donc, entre différents capteurs, si bien sûr on ne veut pas aller vers les capteurs très très chers, parce que l'objectif aussi que ce genre d'outil soit accessible à tout le monde. Donc, on a des problèmes typiques de retard dans la transmission. On a les problèmes de perte de signal. Tous les senseurs fonctionnent, un qui ne fonctionne pas, quoi faire? Donc, on a le problème de données manquantes. Et donc, forcément, on a des problèmes de synchronisation et on a les problèmes de ce qu'on appelle l'imputation des données. Donc, il faut compléter les trous dans les différents capteurs pour prendre la décision. Voilà. Et donc, ici, on a les blocs de data preprocessing. Et quand nos données sont synchronisées et échelonnées temporellement, là, on peut les mettre directement dans ce grand bloc qui est un bloc d'intelligence artificielle, ou apprentissage machine, qui permettrait d'émettre la décision est-ce que c'est une situation à risque ou non. Et remarquons que dans notre approche, ce qui est le plus important, c'est bien sûr de développer ça. Parce que les situations à risque ne se résument pas au risque de chute. C'est beaucoup plus large. Donc nous allons en parler tout à l'heure. Mais aussi, il ne faut pas négliger cet aspect. Et c'est pour ça que la collaboration entre les chercheurs qui travaillent sur les données, qui travaillent sur les scénarios, donc je parle de psychologues, et l'industrie innovante, c'est quelque chose absolument indispensable. Voilà, parce que toute cette couche-là, il faut avoir les moyens, les ingénieurs bien qualifiés pour développer cette acquisition synchronisée et fiable des données. Bien, donc parlons maintenant d'application, d'algorithmes d'application et quelles sont surtout les situations à risque que nous souhaitons détecter. Donc, chutes qui sont dues à des facteurs physiologiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, les personnes ont un vertige parce qu'elle est faible et elle est mal nourrie, donc tout ce qui découle de sa situation de fragilité. Et donc, dans ces cas, les chutes de ce type sont tout à fait possibles. Chute accidentelle. Donc, là, les personnes en pleine santé aussi ne sont pas épargnées de ce genre de choses. Et bien sûr, des personnes fragiles. Oubli majeur. Donc,
on a oublié d'éteindre sa cuisinière à gaz. On a oublié de fermer la porte. Ce genre de choses. Donc vous voyez que c'est déjà quelques situations qui sont très hautement sémantiques, on dirait. Il faut interpréter, on ne pourra pas interpréter un oubli majeur sur les données d'accéléromètre. Donc il faut forcément les données visuelles du contexte. Ensuite, intrusion d'une tierce personne. Et là, on est plein dans l'intelligence artificielle pour l'analyse des données visuelles. Parce que qu'est-ce que c'est une tierce personne? La caméra doit détecter le visage qui n'est pas répertorié dans le visage des personnes qui entourent notre sujet. Donc on doit être capable d'identifier un intrus. Bien, perte d'équilibre. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut détecter avec les capteurs électrodynamiques, mécaniques. Prise de médicaments. Donc, c'est une action qu'on doit détecter pendant la journée. Et la personne ne l'a pas faite. Donc voilà, c'est aussi un cas des oublis majeurs. Et comme vous avez vu sur ma vidéo précédente, on est tout à fait capable aujourd'hui de dire que la personne manipule la boîte à pilules, donc elle prend les médicaments. Et qu'est-ce que c'est notre dispositif? Donc, bien sûr, on peut transformer notre sujet en arbre de Noël en lui mettant plein de facteurs partout, mais on ne fait pas comme ça. On discute avec les psychologues, avec les spécialistes de l'humain, et donc on a identifié les mesures physiologiques suivantes. C'est la fréquence cardiaque, l'activité électrodermale et température corporelle. Donc, pour dire quelques mots concernant le pourquoi, donc ici, bien sûr, l'activité électrodermale, c'est un signe augmenté, je veux dire, c'est un signe de stress, par exemple. Ensuite, les mesures motrices, donc ça, accélération, vitesse angulaire, orientation, et aussi les mesures en mètres. Donc, la personne porte une petite caméra sur elle, et on voit le contexte. Mais aussi, on peut le positionner quand la personne sort dans son jardin ou autre, donc on a le GPS. Et donc là, on peut montrer un petit exemple de la vidéo. Bien sûr, pour l'instant, on travaille sur les volontaires sains. Donc ici, nous sommes dans un bâtiment de la société Aflexis, donc c'est plutôt les locaux industriels qu'on voit. Et donc voilà cette petite vidéo qui illustre notre dispositif. Donc toutes les données des capteurs sont connectées sur le téléphone. Donc afin d'économiser la batterie, nous ne fichons pas la vidéo, mais on l'enregistre avec les autres données. Et ça, donc les signaux qu'on enregistre sur cette application. Maintenant donc, je vais vous montrer quelques autres images. Ce sont des images qui nous proviennent de nos partenaires d'Irlande, de l'université de Dublin. Et ici, il s'agit des images de LifeLog, ce qu'on appelle LifeLog. Donc, la personne porte un petit appareil de photo, tout petit, donc tout le temps, pratiquement. Donc, la batterie est assez faible, mais la fréquence d'acquisition n'est pas très importante. Donc, on a à peu près une image par seconde. Et donc, sur ce LifeLog, nous pouvons aussi, a posteriori, identifier les situations à risque. Donc là, ici à droite, nous avons des concepts qui sont annotés dans ce corpus LifeLog, et à gauche, nous avons les situations à risque qui ont été donc étiquetées et qui ont été donc conçues à partir de ces données. Maintenant, je m'excuse, je vous montre un petit peu notre cuisine. Donc, toutes ces données qui représentent les vecteurs temporels avec un échéancier régulier, mais aussi avec les données manquantes. Donc ici, on a les masques des données manquantes, sont soumis à l'entrée d'un réseau. Donc, le réseau d'apprentissage profond, c'est l'outil de l'intelligence artificielle le plus
répandu aujourd'hui. Et donc, on commence à faire les analyses et l'architecture étant déjà conçue. Voilà, donc, grosso modo, je vous ai présenté quelques grandes idées sur quoi nous, les chercheurs et aussi l'industrie travaillent aujourd'hui pour pouvoir maintenir les personnes âgées ou fragiles à leur domicile. Et nous estimons que toute cette recherche et toute cette activité technologique a de très grandes perspectives. Et pourquoi ça? Tout d'abord, nous allons vers une miniaturisation des capteurs. Donc, comme nous travaillons sur le sujet depuis déjà quelques temps, donc la petite caméra vidéo qu'elle va vous montrer aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la caméra avec laquelle nous avons travaillé il y a 5 ans. Déjà, ça devient le plus léger, ça devient le plus imperceptible par des personnes qui le portent. Ensuite, nous avons quand même une fiabilité augmentée pour tout ce qui est la transmission sans fil. Notre génération, donc, qui va vieillir, donc vous tous, donc, qui va vieillir dans 10 ans, 20 ans, donc nous sommes intéressés par les technologies d'information et communication. Et donc, porter ce genre de choses, ça ne nous gêne pas, ça nous intéresse, au contraire. Donc, il y a un marché potentiel qui se développe, d'ailleurs, il y a déjà un marché, mais il se développe assez rapidement. Autre chose que, avec les méthodes de cryptage, nous sommes de plus en plus performants pour protéger toutes les données personnelles qui sont acquises dans ce genre d'expérimentation ou d'applications déployées. Donc, les psychologues aussi travaillent avec nous, ils regardent, ils évaluent l'acceptabilité de services par des sujets, et ces études sont très importantes parce qu'on a vu capoter, excusez-moi, beaucoup de projets de ce type à cause justement du fait que les personnes n'aimaient pas qu'il y avait des senseurs installés sur leurs portes ou sur leur cuisinière, ou que toute leur maison était équipée, qu'ils étaient surveillés en permanence par les caméras planquées au plafond quelque part. Donc, ce qui est absolument exclu avec les dispositifs portés, parce qu'on est maître de la situation. Nous pouvons enlever notre gilet ou veste, et puis voilà. Donc, cette sensation d'acceptabilité et de liberté d'usage est très importante, mais ce n'est pas de notre compétence, c'est psychologue. Et puis, finalement, nos algorithmes de détection deviennent de plus en plus fiables. Donc, les réseaux à apprentissage profond, donc les outils d'intelligence artificielle, pour certains problèmes d'image, d'analyse d'image, de reconnaissance des images, donnent aujourd'hui des taux de type 80 ou 90% même de réussite. Donc, on va vers des services fiables. Et c'est pour ça que nous croyons beaucoup en notre recherche et nous croyons beaucoup à l'utilité de ces démarches, donc pour tous ceux qui souhaitent rester à domicile, pour tous ceux qui vont vers les durées de vie de plus en plus longues. Voilà, donc maintenant nous allons vous montrer une petite démo. Quand est-ce que je termine? Voilà, donc Tina, qui est notre doctorante, donc, va jouer le rôle de la personne qui porte un petit gilet. Avec les expériences que nous avons menées avec les ergothérapeutes, nous voyons que c'est un gilet qui est très léger. Il est fait en matière écologique, en coton. Donc il y a quelques scratchs. Il est facilement adaptable à la corpulence de la personne. Donc, bon. Maintenant, on va coller le petit dispositif. Plutôt le mettre dans la poche. C'est un accéléromètre qu'on met ici dans la petite poche. Le contre-jour, je ne vois pas très bien. Donc voilà. Ensuite, elle va mettre une montre, où est la montre? Ici. Donc c'est une montre qui est assez intéressante. Elle a été développée par MIT, Massachusetts Technological Institute. Et donc, comparé à tous les iWatch ou autres que nous avons, avec cette montre, nous avons l'accès direct
au signal mesuré. Donc nous pouvons développer les algorithmes sur ces données et non pas utiliser les algorithmes de Apple qui ne servent pas forcément à la bonne cause. Et donc la seule chose qui reste aujourd'hui en fil, mais c'est temporaire parce que nous travaillons sur la solution sans fil, c'est la petite caméra, vous voyez, avec un simple scratch. Et la personne donc le branche sur le téléphone, l'objet concentrateur, où l'application sera lancée. Et donc, le téléphone nous montre quels sont les capteurs actifs en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Tu peux on a la température, on a le GSR qui est l'activité électrodermale, on a l'accélération, on a le niveau de la batterie et on a quelques informations sur la fréquence cardiaque donc de la personne. À côté de ça, on a les capteurs électrodynamiques, donc le gyroscope qui sert à calculer la vitesse angulaire de la personne, donc pour savoir, pour compléter l'information de l'accélération, savoir quand la personne tombe. Et on a d'autres capteurs, comme par exemple le micro, on a la caméra qui vont servir justement aux situations de risque de fraude, de risque d'escroquerie. Donc, ce qui est une situation assez fréquente chez les personnes âgées. Donc, voilà. Ok. Et vous avez vu que tout ça, ça s'enfile très facilement et que ça s'adapte à toutes les sortes de vêtements qu'on porte en dessous. Et même dans l'expérience que nous avons menée avec nos collègues grecs, avec l'association Alzheimer d'Athènes, les personnes qui ont des démences, ils oublient qu'ils portent les dispositifs. Mais bon, les personnes fragiles ne sont pas toutes démentes, mais cette ergonomie quand même est très importante. Et puis voilà, donc après, hop, pour enlever on descratch, et c'est très simple. Est-ce que, voilà, nous avons fini, si vous avez des questions. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.